Dans cet épisode, je vais répondre à une question qu'on m'a posée lors d'un live mardi. T'es prêt ? Allez, on y va. Mardi, j'ai organisé un live sur les différents niveaux de la transformation personnelle. Où il y a un niveau qui est celui du travail des habitudes, des stratégies, des tactiques. Un niveau supérieur qui est celui qu'on appelle le mindset. Et tu m'as déjà entendu parler de tout ça et de la manière dont il est mal transcrit dans ce podcast ou dans mes livres. Mais c'est pas le sujet. Ce qui m'intéressait en fait de travailler dans ce live, c'était l'être. Le niveau supérieur en fait de la transformation personnelle. Plutôt que de travailler sur ce que tu dois faire, sur ce que tu dois penser, sur la manière dont tu dois aborder les choses, j'ai remarqué à travers mes formations, mes lectures et toute l'aide que j'ai pu récolter, l'expérience que j'ai acquise les dernières années, que en transformant qui l'on est, en travaillant sur son identité, on avait accès au chemin le plus court pour la transformation. Lors de ce live, j'ai parlé aussi en sous-marin, de manière sous-jacente, parce que c'était pas vraiment le sujet, des 3 principes de la philosophie de l'esprit, donc de Sydney Banks, que j'aborde vraiment sous différents angles dans ce podcast. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un des participants m'a posé une question que je me suis posée pendant des années. Comment est-ce que ces 3 principes de la psychologie de l'esprit, la pensée, la conscience et l'esprit universel, je peux les intégrer dans ma vie ? Comment est-ce que ces constantes, ces idées, cette philosophie, la manière dont la personne l'aborde, souvent c'est une philosophie, alors c'est plutôt des constantes comme la gravité, comme l'électromagnétisme, comment est-ce que je les intègre concrètement dans ma vie ? Cette question, je pense que j'en ai déjà parlé dans les premiers épisodes, elle m'a trotté dans la tête pendant un petit moment jusqu'à ce que j'oublie pendant des années. Pour se faire un rapide rappel, la première fois que j'ai été exposé à ce concept de l'inside-out understanding, comme le dit Michael Neill, c'est à travers une formation de Michael Neill, justement, que j'avais acheté, je pense, il y a 4 ans et demi. Alors, à la base, le titre de la formation, c'était « How to Impact Leaders », donc vraiment, comment impacter des leaders. À l'époque, j'étais consultant, j'étais en train de transitionner sur du coaching, de l'executive coaching, et ça me paraissait évident de prendre cette formation. Je ne savais pas qui était Michael Neill. J'avais aucune idée de quels étaient ces 3 principes, de qui était Sydney Banks, de son éveil spirituel qui avait mené justement à cette vision des 3 principes, de la pensée, de la conscience et de l'esprit, de comment est-ce qu'ils avaient une implication intriquée dans notre réalité, dans sa construction, dans notre interprétation. Et c'est vraiment par hasard donc que j'y étais exposé. J'ai acheté la formation, je l'ai suivie. Dès le début, il parle de ces 3 principes et je me suis dit, dans quoi est-ce que j'ai mis les pieds ? Je sortais d'une certification d'HEC sur le leadership. C'était quelque chose de très pragmatique, de très structuré, basé sur des recherches d'Harvard, de Stanford, d'HEC aussi. Et là, il y a ce gars qui est captivant, qui dégage une énergie différente de ce que j'ai pu sentir jusque-là. Tu sens qu'il ne maîtrise pas son sujet, alors si d'une partie parce qu'il a répété, mais aussi parce qu'il comprend un truc, tu le ressens au bout d'un moment. Il a compris quelque chose, il a mis le doigt sur quelque chose que toi tu n'as pas compris. Il perçoit quelque chose, il voit quelque chose que moi j'avais pas vu. Et à la fin de cette formation, je crois que c'était 3 ou 4 semaines, je me souviens me dire, comme je le dis dans l'épisode avant, je pense que c'est soit le truc le plus génial que j'ai découvert, si c'est vrai, soit c'est un truc complètement perché et farfelu et ça a aucune valeur. Je penchais vraiment plus pour la première partie en me disant il y a un truc de génial, je le ressentais au fond de moi, par contre je comprenais que dalle. C'est ce dont je parle dans, je crois, l'épisode juste avant celui-là, où je parle de la différence entre la compréhension intellectuelle et la compréhension interne, un niveau de compréhension plus profond. Là, je comprenais intellectuellement le truc, mais je voyais pas du tout en quoi ça allait impacter mes crises d'angoisse, mon anxiété, mon stress chronique, ma capacité à me parler mal du matin au soir pour avancer, en pensant que c'était une bonne solution pour moi. Et je me suis posé cette question pendant longtemps, mais comment est-ce que ça, je peux l'impliquer ? Enfin, c'est quoi les implications dans ma vie quotidienne ? Comment est-ce que je peux l'appliquer ?
plutôt que de l'impliquer? Comment est-ce que je peux l'appliquer? Et à défaut de réponse, je l'ai laissé tomber et je suis revenu à un style de coaching orienté sur les techniques, sur les stratégies, avec de la PNL, avec de l'hypnose, avec de l'induction, avec plein de choses, avec un travail sur les émotions, un travail sur le mental, un travail sur le physique, un travail sur la prise de décision, tout ça pris de manière séparée. Et sincèrement, pendant 4 ans, je me suis gavé de formations. Et je pense sincèrement que je me suis gavé de formations parce que je ne trouvais pas quelque chose qui fonctionnait de manière universelle. Je me rendais compte que tel outil fonctionnait avec 80% des clients mais pas avec 20%, que telle stratégie allait fonctionner avec 20% des clients et pas avec 50% et peut-être avec 20-30% ça allait être ouais ça va, ça marche mais pas super bien. Et j'étais totalement insatisfait de ça. Et je me disais, je peux pas prendre les émotions d'un côté, le mental de l'autre, l'esprit de l'autre, le physique de l'autre. Pour moi, tout était intriqué. Et en fait, à un moment, j'ai repris cette formation où je suis retombé sur un livre de Michael Neal. Je sais plus exactement l'ordre. Mais un jour, j'ai compris. En tout cas, il y a un truc que j'ai percuté. Et là, la formation que j'avais faite 4 ans auparavant a commencé à prendre sens. Donc cette personne, lors du live, me pose la même question. Comment est-ce que je peux appliquer, ou en tout cas intégrer plus facilement ces 3 principes de la psychologie de l'esprit dans ma vie personnelle? C'est la question qu'il m'a posée en live. Je ne l'ai pas traitée parce qu'il y avait d'autres personnes et c'était enregistré et je voulais l'envoyer à ceux qui n'étaient pas présents. Mais j'aurais pu carrément faire tout cet événement sur le sujet parce que c'est un sujet que j'explore. C'est pas un sujet que je maîtrise. Et dans l'épisode là, ce que je veux partager, c'est mon maigre niveau de compréhension, mais qui a radicalement changé la manière dont mon quotidien est. Tout simplement. C'est un truc que Michael Neal dit souvent, que Sadhguru dit quand il parle d'éveil spirituel, que beaucoup de personnes qui ont connu différents niveaux d'éveil spirituel disent. Je ne me considère pas comme étant quelqu'un qui a connu un éveil spirituel. Je travaille beaucoup sur ce sujet parce que ça me fascine, littéralement. C'est pas pour d'autres raisons, je trouve ça fascinant. Mais ce qu'ils disent, c'est que quand on prend conscience en profondeur de comment l'expérience humaine est créée, il n'y a rien qui change, mais plus rien n'est pareil. Et sincèrement, depuis quelques mois, c'est ce que je ressens. Il n'y a rien qui a vraiment changé dans mon quotidien. Par contre, je ressens que je suis une personne différente et qu'il y a beaucoup de choses que je ne vois plus du tout de la même manière. Et ça ne m'a pas demandé un effort. Ça m'a demandé de l'espace, de créer de l'espace autour de moi, surtout en moi. Ça m'a demandé d'être honnête avec moi-même et surtout d'avoir envie de voir les choses dont mes différents mentors sur ce sujet, la psychologie de l'esprit, parlent. Et pour maintenant être très concret, comment est-ce qu'on peut intégrer, en tout cas sur un début d'intégration, les 3 principes de la pensée dans son quotidien pour en voir un résultat concret? Je renvoie directement au premier épisode de ce podcast sur l'échelle de la conscience. J'en ai parlé lors de mon live, pas directement pour adresser ce sujet, mais avec quelques jours de recul, je me rends compte que c'est la manière la plus simple de comprendre comment, c'est pas comment, de comprendre et de voir la véracité des concepts qui sont présentés par la philosophie de l'esprit. La philosophie de l'esprit, grosso modo, pour faire très très simple, c'est qu'on vit dans un monde de pensée. Juste pour rester à ce niveau. On vit dans un monde de pensée et on fait l'expérience de nos pensées. Toute l'expérience qu'on fait de la vie, ce n'est pas lié aux événements qu'il y a autour de nous, à notre environnement, à ce que les gens disent, à ce que les gens font, mais à l'interprétation qu'on en fait à travers les pensées en fait qu'on va avoir. Nos pensées, elles vont générer des émotions et on vit au travers de ces émotions qui sont liées à nos pensées. J'espère que je suis clair. Mais dans tous les cas, ce qui est intéressant,
c'est que dans cette échelle de la conscience, ne le voit pas du tout comme un truc spirituel. On peut le voir comme quelque chose de spirituel, mais là aujourd'hui j'ai envie d'être très terre à terre, très pragmatique. Cette échelle de la conscience, fondamentalement, ce sont nos humeurs. Nos humeurs, on les a. Elles évoluent, elles fluctuent au fur et à mesure de la journée, sans qu'on en ait conscience. La plupart des personnes, que ce soit des prospects ou des clients avec lesquels je travaille, quand je leur demande s'ils sont conscients de leurs humeurs, systématiquement, ils me disent oui. Puis quand on creuse, en fait, on se rend compte que non. Ils ont l'impression qu'il y a des bonnes journées, des journées moyennes, des mauvaises journées, et qu'effectivement, il y a des journées où ils sont de bonne humeur, des journées où ils sont de moyenne humeur, et des journées où ils sont de très bonne humeur. Et ça, c'est la généralisation, parce qu'en fait, on n'a pas la conscience de regarder à cet endroit-là. Donc c'est ce que je t'invite aujourd'hui justement à faire. Si tu veux comprendre l'impact de tes pensées sur ta réalité, parce que le jour où tu vois ça, pas où tu l'as compris intellectuellement, mais où tu le réalises, c'est bête, mais que les gens pensent. Que les gens pensent, et que ça veut rien dire. Le jour où on voit qu'on est le penseur et qu'on n'est pas les pensées, que les pensées c'est un flux continu de pensées, d'énergie, de messages, d'ondes, on peut voir ça comme on veut, mais qui ne s'arrête jamais de circuler dans notre esprit. Un peu comme une bobine de film qui projette un film. Mais que nous, on n'est pas cette bobine de film. On est simplement le projecteur. On est le penseur. On est celui qui reçoit ces pensées et qui les projette. Il y a énormément de choses qui changent. Et pour moi, le chemin le plus court, maintenant, si je devais l'expliquer, ce serait juste de prendre conscience qu'on a des humeurs. Que dans la journée, ces humeurs, elles sont là, elles fluctuent. Et que plus on va se rendre compte qu'on est dans une humeur joviale, qu'on est dans une humeur très frustrée, dans une humeur négative, en fait, plus on va voir qu'on est en bas de l'échelle, au milieu de l'échelle ou en haut de l'échelle. En bas de l'échelle, on est drivé par la peur, par la colère, par la frustration, par l'angoisse, par l'anxiété. Et en haut de l'échelle, sur les étages supérieurs, par l'amour, par la joie, par... j'ai un mot, c'est exhilaration en anglais, mais voilà, par une extravagance qui est vraiment forte. On va voir, quand on prête attention à ça, que dans la même journée, des fois juste pendant quelques secondes, quelques minutes, on va ressentir une joie intense. Elle va pas durer, elle va partir. On va revenir à un état plus neutre. Et on va peut-être passer effectivement plus de temps en bas de l'échelle. Mais que quand on regarde au niveau macro, qu'on dit aujourd'hui c'était une journée de merde, ça m'est arrivé des millions de fois de le dire, mes clients aussi, chaque être humain je pense. Aujourd'hui c'était vraiment une journée de merde. Mais quand on s'accorde à prendre 2 minutes en fin de journée et se dire tiens, qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui ? Parce que je qualifie a priori cette journée de pourri, en général, de manière globale, j'ai arrêté, je juge, je pose une étiquette sur cette journée. Cette journée égale pourri parce que là on est en fin de journée et je suis dans tel état émotionnel. Je suis à tel niveau de l'échelle de la conscience. Mais tiens, si je regarde juste et que je dézoome, quels sont les bons moments qu'il y a eu aujourd'hui ? On en trouvera toujours. Et dans ces bons moments, on a été un peu plus en haut de l'échelle. Ça, c'est la première étape. Quand on parle de travailler ça, il y a beaucoup d'auteurs de développement personnel, de coachs. Moi, je le fais aussi avec des clients, parce que pour moi, c'est la première étape que je suis en train de décrire ici pour prendre conscience de plus de choses. C'est en fin de journée de faire preuve de gratitude. Et c'est de trouver 3, 4, 5 choses, 10 choses, si on a le plus de temps, vers lesquelles on est reconnaissant. Les bons moments de notre journée. Aussi triviaux puissent-ils être. Dans ces moments, on voit qu'il y a du bon, même dans les pires journées. Si on est capable de voir du bon, de manière rétrospective, c'est qu'à ce moment-là, quand on les a vécus, on a évolué en termes de conscience. On était sur un niveau de l'échelle plus haut. Ça, c'est la première étape. C'est de prendre conscience de manière rétrospective des choses. De prendre conscience que, ah oui, effectivement, j'ai des humeurs. Et que ces humeurs, elles évoluent. La seconde étape, une fois qu'on a pris conscience qu'on a des humeurs, c'est d'être ouvert à ça, de les épier.
de vraiment être attentif à ses humeurs au quotidien. De commencer à prendre conscience quand on est dans une mauvaise humeur. De prendre conscience qu'on est de bonne humeur. De prendre conscience qu'on est assez neutre. Ni en bas, ni en haut, mais au milieu. Où on sent ni bien, ni mal. On est neutre émotionnellement. Pour ça, je te demande et je t'invite, plutôt que de te demander, je t'invite à te poser cette question. Tiens, comment est-ce que je me sens là ? Je suis où sur l'échelle ? Et si jamais tu vas aller plus en détail, je t'invite à réécouter vraiment le premier épisode de podcast qui est dédié à cette échelle de la conscience, où je vais plus en profondeur sur le sujet. Mais plusieurs fois par jour, pose-toi cette question. Tiens, où est-ce que je me situe là ? Ça, c'est le deuxième niveau. Parce que quand tu deviens attentif à ça, tu commences à te rendre compte un peu plus rapidement à chaque fois dans quel état émotionnel, dans quelle humeur tu es. Où est-ce que tu te trouves sur cette échelle ? Le niveau suivant, en fait, c'est pas quelque chose que tu vas faire. C'est quelque chose qui est induit par les deux premiers niveaux. Le premier niveau, déjà, tu as, de manière rétrospective, pris conscience que tu as des humeurs, tu en as conscience, que ces humeurs, elles fluctuent. Le deuxième, c'est que tu as créé de l'espace, de l'attention pour commencer à les voir, un peu chaque jour. Et en fait, plus tu vas le faire, plus mécaniquement, le délai entre le moment où tu es dans une humeur et le moment où tu t'en rends compte consciemment, il va réduire. Et quand il réduit, la question que on m'a déjà posée, que je me suis posée, que j'ai posée à Michael Neill lors d'échanges que j'ai eus, c'est et comment je fais ? En fait, on a tellement cette habitude de stratégifier tout, de tout régir par des tactiques, tout solutionner par des tactiques, que on en oublie que notre esprit est super bien fait. Je me souviens que Michael, à ce moment-là, m'avait répondu que j'avais pas grand-chose à faire. Juste prendre conscience qu'à ce moment-là, j'étais dans un état émotionnel A, B, C, à différents niveaux sur cette échelle de conscience, et me rendre compte que ce qui créait ça, c'était le type de pensée que j'avais en tête, était suffisant, parce qu'il y a des mécanismes d'autocorrection que tu as déjà vécu, que tu vis tous les jours sans t'en rendre compte, qui font que naturellement, quand tu es dans un mauvais état d'esprit, ton état d'esprit va évoluer et revenir à minima à un état neutre, plusieurs fois dans la journée, que parfois tu vas arriver à un état supérieur où tu vas être très heureux, très joyeux, et que malgré ça, tu vas pas rester là, tu vas retomber à des états neutres, parce que notre esprit est ainsi fait. Il a des mécanismes d'autocorrection. Il recherche l'équilibre. Et cet équilibre, il est toujours créé par deux forces opposées. Le bas de l'échelle, le haut de l'échelle. Quand on se rend compte de l'impact justement de nos pensées sur nos humeurs, sans forcément essayer de partir sur de la psychologie positive, à dire non, je vais bien, tout va bien dans le meilleur des mondes, la méthode Coué, qui est à mon sens utile dans certains points quand on sait très bien l'utiliser, mais qui de manière globale dans notre vie quotidienne l'est pas tant que ça. Que pour moi, aujourd'hui, la meilleure stratégie, c'est juste de se rendre compte qu'on pense. Pas de se dire, tiens, à quoi est-ce que je suis en train de penser ? Ça peut avoir son utilité. Mais là, ce que je t'invite aujourd'hui à explorer, c'est pas de te dire, tiens, à quoi j'ai pensé qui a fait que je me sens comme une merde, que je me sens énervé, que je me sens en colère, ou que je me sens très joyeux. Juste de dire, tiens, j'ai pensé. Nos pensées vont tellement vite qu'on n'a pas le temps de les voir. On ressent déjà avant d'avoir pu isoler la pensée qui nous a fait ressentir telle ou telle chose. Je t'invite à être beaucoup plus simpliste dans cette démarche. Juste de te rendre compte que tu dis, là, il ne s'agit pas tant du contenu de ma pensée, mais juste du fait que je suis en train de penser. Quand les pensées s'emballent, on ressent de l'anxiété, on ressent du stress. Quand la pensée se contracte, qu'on est ultra focalisé sur une issue, quand on essaie de contrôler quelque chose, quand on a une attente très spécifique sur une issue, on ressent de la pression.
On force pour essayer de créer quelque chose. Et en fait, à ce moment-là, c'est notre esprit qui nous dit « Chut, chut, oh, ralentis ». Là tu essayes de forcer pour faire survenir quelque chose. Mon moyen, c'est de te faire ressentir de la pression. En fait, cette pression, c'est un ami. L'anxiété, la peur, tout ça, ce sont des amis. Elles sont là pour nous montrer qu'il y a quelque chose au niveau de notre pensée qui est en train de sortir de la piste. Et que le meilleur truc qu'on puisse faire, c'est de respirer un bon coup, observer qu'on est en train de penser, et pas en faire toute une histoire. Parce qu'une fois qu'on a compris ça, on ne sait pas, à première vue, ce qui va se passer. Mais je peux te le dire par expérience, parce que c'est quelque chose qui se traduit de plus en plus dans ma vie. Je suis quelqu'un fondamentalement je suis en colère depuis que je suis petit, je ressens énormément de colère. Et c'est un peu comme si cette colère s'était volatilisée derrière moi. Et c'est comme ça que fonctionne le changement. C'est qu'en fait, un jour, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque, que c'est assez bizarre. On se demande bien ce que ça peut être. Et on se rend compte qu'en fait, ce qui manque, c'est notre ancien comportement par défaut. Et on s'en est pas vraiment rendu compte de cette évolution. Alors, je suis pas un guide spirituel à moitié ange, moitié éveillé, qui fait du yoga tous les jours. Je ressens toutes ces émotions. La colère, de la frustration, de l'agacement. Je m'énerve toujours contre ma fille quand je lui dis de faire quelque chose et qu'elle ne me répond pas et qu'elle fait l'inverse de ce que je lui dis. Mais en même temps, ça a vachement moins d'emprise aujourd'hui. Avant, cette colère, elle était résiduelle, elle pouvait durer longtemps. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est une humeur. Et que si je prends conscience de cette humeur et de ma position sur l'échelle, juste ça, déjà, ça fait rebaisser la pression. Et que je recrée un espace mental, comme si mon cerveau, mon esprit, avait adoubé cette émotion, comme quoi je l'avais bien reconnue. Ok, j'ai compris, t'es là, je te vois, je t'entends. Et que j'ai pas besoin de lui dire de se casser pour qu'elle se casse. Parce que cette émotion, cette humeur, c'est pas un ennemi, c'est un signal amical, juste pour me faire comprendre que ouais, ok, peut-être que ta fille, elle t'écoute pas tout le temps. Peut-être que ta fille, elle ne t'écoute pas tout le temps parce que c'est un être humain doté d'une pensée indépendante. Et que le rôle d'un enfant, c'est pas de se soumettre à ses parents. Ce n'est pas mon enfant, même si je l'appelle ma fille. C'est une petite fille qui, à travers sa mère et moi, est venue au monde, mais qui est une être indépendante. Un être, une être. Bon, bref, je sais pas. Dis-le moi en commentaire, tiens d'ailleurs, j'ai un gros doute. Mais bref, tu m'as compris, c'est un être doté de ses propres pensées, de son propre jugement, de son propre libre arbitre. Et c'est pas parce que je lui dirai de pas mettre des chaussettes roses tous les jours qu'elle m'écoutera. Et elle a bien raison. Sa vie, son univers, ses perspectives, son interprétation, son expérience. Et il en va de même pour moi. J'espère que j'aurai apporté du concret, même si c'est assez difficile, parce que pour moi, c'est encore une expérience qui est nouvelle. Elle a à peine 1 an, quelques mois, et ça s'affine au quotidien. Mais aujourd'hui, comme cette personne qui m'a posé la question, et d'autres personnes que j'ai pu avoir via mon blog, via ce podcast Paradigme, ou via des vidéos que j'ai faites, me l'ont fait savoir, il y a très 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 peu de ressources en français sur la psychologie de l'esprit, sur les 3 principes de la pensée de Sydney Banks. Et je veux faire partie justement de la démultiplication de cette idée, de ces principes. Parce que ce qui est assez marrant, c'est que ma valeur centrale depuis des années, c'est la simplicité. Ma vie part en live dès que je m'éloigne de la simplicité et que je reviens sur de la complexité. Et ce que j'aime dans ces 3 principes, c'est qu'ils sont extrêmement simples. Et que c'est une nourriture pour l'esprit
quotidienne. Parce que plus on le regarde, plus on observe la réalité de ces 3 principes de la pensée, de la conscience qu'on a de ces pensées et de notre environnement, et de l'esprit global qui est l'énergie qui anime tout ça, toute la vie en général, plus on se rend compte des implications dans la vie. Je travaille moins qu'avant, je suis plus productif. Je travaille moins qu'avant, je fais moins de choses, mais je ne suis plus en mode remplissage de mon agenda et brassage de vent. Je suis plus en mode frénétique. Je fais les choses qui m'apportent le plus de résultats, celles sur lesquelles je suis le meilleur, parce qu'en fait, je laisse du temps à mon esprit de trouver ces choses. Je laisse de l'espace, je lui laisse de l'oxygène. Et on sait tous qu'un cerveau bien oxygéné, c'est un cerveau qui fonctionne mieux. Et l'impact sur la présence que j'ai avec mes enfants, avec ma femme, avec moi-même, avec la vie en général, avec mes clients. Donc l'impact en fait sur la qualité de mes relations, mais aussi sur ma productivité, sur ma gestion des temps bas, des temps hauts, sur la gestion de mon énergie. J'ai plus besoin de toutes ces stratégies sur lesquelles je reposais avant. Je continue à en pratiquer, je continue à pratiquer la méditation, toutes ces choses-là, parce que j'aime ça, j'aime les douches froides, j'aime les bains froids, j'adore le froid depuis que je suis gamin. Mais c'est plus une béquille sur laquelle repose ma vie. C'est un bonus, c'est un plus. C'est un outil utile, comme ce matin après une nuit catastrophique où mes 2 enfants avaient de la fièvre, avec ma femme on n'a quasiment pas dormi, je me suis levé, j'étais crevé. Une douche froide, ça réveille, c'est utile. Mais je le fais pas dans une optique de pallier à un niveau de stress chronique perpétuel, comme c'était le cas les dernières années. J'ai médité juste après avoir déposé mes enfants. Non pas parce que j'en ai besoin, mais parce qu'en fait c'est agréable. Parce que j'aime créer ces moments d'espace, de vide, où il y a juste moi et le reste. J'espère, si tu écoutes ce podcast, si c'est toi qui m'as posé cette question, que ça donne du sens. N'hésite pas à me poser des questions. Toi qui m'as posé cette question, ou toi qui écoutes en général, et si tu as des questions à me poser sur le sujet, si tu as des envies que j'aborde certains sujets, ça me fera toujours plaisir. Ce podcast, il n'est pas là pour devenir la référence internationale des podcasts les plus écoutés du monde, mais juste pour partager mon expérience, partager les 3 principes de la psychologie de l'esprit, les idées qui ont été développées par Sydney Banks et qui aujourd'hui sont développées par Roger Mills, le Dr George Prensky, Michael Neill, Ken Manning et j'en passe. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Merci, si jamais tu aimes ce podcast, de le noter sur ta plateforme préférée, de lui laisser une review. Ça aide énormément, tu n'imagines pas, pour promouvoir le podcast, lui donner de la visibilité. Et ça te permet justement de rendre un peu plus mainstream ces idées. Qui pour moi, je pèse pas mes mots en le disant, peuvent littéralement changer le monde. Car si chacun prenait conscience de l'impact de ses propres pensées sur sa relation aux autres, nos relations aux autres seraient totalement différentes. La paix serait un mode par défaut. Ce serait pas quelque chose qu'on recherche à travers des coups de négociation. Parce qu'on comprendrait mieux les autres. On comprendrait tous qu'on est tous unis et liés. Physiquement, chimiquement, spirituellement, on est tous dans le même bain. On est tous faits de la même chose. On est tous faits constitués des mêmes éléments. Que cette séparation mentale qu'on crée, c'est un voile. Et on se rendrait tous compte qu'en fait, la seule chose qui nous différencie, c'est notre interprétation de la réalité. Et qu'il n'y en a pas une qui est plus vraie que l'autre. Que tout ça, ça dépend de la manière dont on interprète nos pensées. Allez, j'arrête pour aujourd'hui. On va pas en faire un épisode ultra long non plus. Merci. Et à très vite dans un prochain épisode. Salut!